Les promesses, ou promises en anglais, étaient déjà présentes dans AngularJS. Pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, nous allons simplifier ça tout de suite. L'objectif des promesses est de simplifier la programmation asynchrone. En général, on utilise des fonctions de callbacks, des fonctions anonymes qui sont appelées à certains moments dans votre application, mais les promesses sont plus pratiques que les callbacks. Voici par exemple un exemple de code avec des callbacks pour afficher la liste d'amis d'un utilisateur donné. Donc on appelle la fonction getUser en lui passant l'identifiant de l'utilisateur et une fonction de callbacks qui va récupérer l'utilisateur avec un certain délai puisque tout ça est asynchrone. Et ensuite à la ligne 5, nous appelons la méthode getFriendsList en lui passant l'utilisateur qu'on a récupéré. Et cette méthode, ensuite, également après un certain délai, va nous renvoyer friends, c'est-à-dire une liste d'amis. Enfin, à la ligne 6, on appelle la méthode showFriends en lui passant en paramètre les amis qu'on a récupérés, et on imagine que cette méthode affiche la liste des amis. On constate que ce code est plutôt verbeux et qu'il n'est pas très agréable à lire. Les promesses nous proposent un code plus efficace et également plus élégant. Alors ce code fait la même chose que précédemment, donc j'espère qu'il n'y a pas besoin d'explication. Le code parle de lui-même entre guillemets. Vous avez raison, je ne vous ai pas encore tout dit. En fait, lorsque vous créez une promesse avec la classe promise, vous lui associez implicitement une méthode then, et cette méthode va prendre deux arguments. Une fonction en cas de succès et une fonction en cas d'erreur. Ainsi, lorsque la promesse est réalisée, c'est la fonction de succès qui est appelée, et en cas d'erreur, c'est la fonction d'erreur qui est invoquée. Donc pour illustrer ces explications, voici l'exemple d'une promesse qui récupère un utilisateur depuis un serveur distant à partir de son identifiant. Ici, comme vous pouvez le voir, on va déclarer une promesse nommée getUser, donc qui est une fonction qui va retourner ce fameux objet promise, et on va lui passer deux paramètres, resolve, qui est la fonction de succès dont je vous ai parlé, et reject, qui est la fonction qui est appelée en cas d'erreur. Ensuite, ici, on imagine un appel asynchrone au serveur pour récupérer les informations d'un utilisateur quelconque. Et ensuite, on attend la réponse du serveur. Et une fois qu'on a celle-ci, on va extraire la donnée qui vient du serveur, ici response.data.user, et on va l'attribuer à notre variable user. Ensuite, si le statut de la réponse est 200, c'est-à-dire que le code HTTP de la requête est valide, on va appeler notre méthode de succès resolve en lui passant en paramètre le user que le serveur a retourné. Sinon, en cas d'erreur, on va retourner le message « cet utilisateur n'existe pas ». Ici, on appelle donc notre fonction de succès à la ligne 27 et notre fonction d'erreur à la ligne 29. Donc vous venez de créer une promesse et ensuite, vous pouvez l'utiliser avec la méthode then dans votre application. Donc ici, à la ligne 36, on gère le cas où on récupère bien l'utilisateur, et à la ligne 38, on passe une fonction qui est censée gérer le cas d'erreur. Donc vous en savez déjà un peu plus sur les promesses. Je voudrais justement vous montrer autre chose qui pourrait vous intéresser. Il s'agit des arrow functions, ou fonctions fléchées en français, qui vous permettent de simplifier l'écriture des fonctions anonymes. Et cela tombe bien puisque nous en utilisons partout avec les promesses, et donc les promesses et les arrow functions qu'on va voir vont se combiner parfaitement afin d'obtenir la syntaxe la plus élégante possible pour gérer les cas de programmation asynchrone.